31 mai 2002. Séoul. Le monde du football retient son souffle. Dans le silence avant le coup d'envoi, personne n'imagine ce qui va suivre. Face aux champions du monde en titre, une équipe que beaucoup découvrent à peine, le Sénégal, qualifié pour la première fois de son histoire à une phase finale de Coupe du Monde. Pour les observateurs, le sort du match ne fait aucun doute. Une formalité pour la France. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'une révolution silencieuse est sur le point d'éclater. Ce jour-là, un but signé Pape Bouba Diop va faire trembler les puissants. Et derrière ce but, il y a tout un peuple, tout un destin, toute une génération de guerriers. Voici l'histoire d'un groupe de frères, mené par un entraîneur atypique, Bruno Metsu, qui ont changé à jamais la place de l'Afrique dans le football mondial. Voici l'épopée du Sénégal en 2002. Une aventure gravée dans les cœurs. Une légende née dans l'ombre, et qui a brillé jusqu'au sommet de la planète. À la fin des années 90, le Sénégal était encore un géant endormi du football africain. Une nation riche en talent, mais souvent absente des grandes compétitions internationales. Malgré la passion débordante de son peuple, les Lions de la Teranga n'avaient encore jamais participé à une Coupe du Monde. Et pour beaucoup, ce rêve semblait toujours hors de portée. Lors des éliminatoires pour le Mondial 2002, le Sénégal hérite d'un groupe complexe, Maroc, Algérie, Égypte, Namibie, des adversaires coriaces et mieux classés dans la hiérarchie continentale. La mission s'annonce ardue. Les débuts sont hésitants. 2 matchs, 2 nuls, 1-1 en Algérie, puis un frustrant 0-0 à domicile face à l'Égypte. L'équipe montre de l'envie, mais manque d'efficacité et de solidité dans les moments clés. L'élan est insuffisant pour rêver de mondial. C'est alors que la fédération sénégalaise décide de tout changer. En novembre 2000, elle fait appel à un technicien au style atypique, barbu, charismatique, souvent en short sur le banc, Bruno Metsu. Ce Français inconnu du grand public en Afrique va pourtant marquer l'histoire du football sénégalais à jamais. À ses côtés, l'un des grands noms du football local, Jules Bocandé, ancien buteur emblématique, fort de 73 sélections et respecté par tous. Un duo complémentaire. Metsu, le stratège passionné, Bocandé, le lien entre la tactique et la culture sénégalaise. Pourtant, même avec ce nouveau staff, les résultats tardent à venir. 3 matchs, aucune victoire. Mais les signes sont là, les Lions tiennent tête aux meilleures équipes, leur jeu gagne en cohérence, et certains talents commencent à se révéler. El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga, Pape Bouba Diop, Salif Diao, des noms qui deviendront bientôt légendaires. Mars 2001. Le vent tourne. Le Sénégal explose la Namibie 4-0 avec un triplé de Diouf, insaisissable sur son aile. L'équipe est transfigurée. Confiance, audace, collectif. Puis vient un match crucial face à l'Algérie, victoire 3-0 à Dakar, encore porté par Diouf. Malgré une défaite en Égypte, le Sénégal reste dans la course. Et le 6 mai 2001, au stade Léopold Sédar Senghor, c'est l'histoire qui s'écrit. Le Sénégal bat le Maroc 1-0. Un but, une explosion populaire. Les Lions ne sont plus qu'à 3 points des Marocains, mais avec un match en moins. Le calcul est simple, gagner en Namibie et espérer un faux pas de l'Égypte. Ce jour-là, les Lions de la Teranga livrent une démonstration magistrale, 5-0. Pendant ce temps, l'Égypte concède un nul contre l'Algérie. Résultat ? Le Sénégal termine en tête de son groupe. Après tant d'années d'attente, de frustration et de rêves brisés, le Sénégal valide sa toute première qualification pour une Coupe du Monde. Et ce n'est que le début. À peine la qualification pour la Coupe du Monde en poche, l'euphorie cède la place à une nouvelle mission, confirmée. Et cette confirmation va passer par un test grandeur nature, la Coupe d'Afrique des Nations 2002, organisée chez le voisin malien. Pour le Sénégal, c'est plus qu'un simple tournoi continental. C'est l'occasion rêvée de montrer que sa qualification pour le mondial n'est pas un coup de chance, mais le fruit d'une construction solide, menée par un groupe soudé, une identité de jeu affirmée, et un sélectionneur devenu catalyseur d'énergie. Bruno Metsu, dans ses discours, ne cesse de répéter que cette équipe n'a encore rien prouvé. Que le respect, dans le football, se mérite. Et que cette CAN peut être le vrai point de départ d'un rêve plus grand. Une entrée en matière maîtrisée. Le Sénégal entame la compétition avec assurance et maîtrise. Phase de groupe solide, équipe compacte, défense sérieuse, et déjà un style affirmé, intensité dans les duels,
transition rapide, et une intelligence tactique rare pour une nation africaine. Les automatismes se mettent en place, Tony Silva dans les cages, rassurant et vocal. Omar Daf, Coly, Lamine Diatta en pilier défensif. Salif Diao en métronome, Fadiga et Diouf sur les ailes comme deux éclairs capables de foudroyer à tout moment. Et devant, Bouba Diop, déjà cette puissance tranquille, cette présence qui rassure autant qu'elle impressionne. Le Nigeria, le vrai test. Après avoir écarté sans trembler la République démocratique du Congo en quart de finale, les Lions se présentent face à un ogre continental en demi-finale, le Nigeria, la bête noire du Sénégal depuis des années. En face, des noms ronflants. Gégé Okocha, Nwankwo Kanu, Taribo West, Sunday Oliseh, des techniciens, des cadres, une équipe habituée aux grands rendez-vous. Sur le papier, le duel semble déséquilibré. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Le Sénégal joue sans complexe, même après l'exclusion de Pape Sarr, réduit à 10 dès la demi-heure de jeu. Mieux encore, ce sont les Lions qui ouvrent le score par Pape Bouba Diop sur corner. Le Nigeria égalise, pousse, mais le Sénégal tient, s'accroche, refuse de céder. Prolongation. Et à la 97e minute, l'histoire s'écrit, Salif Diao surgit et libère toute une nation. 2-1. Le Sénégal est en finale. Pour la première fois de son histoire. Une finale cruelle mais fondatrice. Le 10 février 2002, dans le stade du 26 mars à Bamako, le Sénégal retrouve un autre monstre du football africain, le Cameroun, tenant du titre. En face, une équipe rodée, expérimentée, avec Rigobert Song, Patrick Mboma, Jeremy Njitap, une génération dorée. Le match est tendu, physique, nerveux. Aucun but ne sera inscrit. La finale se joue au tir au but. Le moment où tout bascule. Pierre Ouam rate son tir. Diouf, lui aussi. La tension monte. Rigobert Song peut offrir la victoire aux siens, mais Tony Silva s'interpose. C'est irrespirable. Et pourtant, c'est bien le Cameroun qui s'impose. Le Sénégal tombe, les yeux humides, mais la tête haute. Le rêve d'un premier sacre s'envole, mais une vérité émerge, cette équipe est prête pour le monde. Plus qu'un échec, une confirmation. Ce revers n'est pas un coup d'arrêt. C'est un déclencheur émotionnel. Le Sénégal a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs du continent. Et il a montré une capacité rare à encaisser la pression, à jouer en équipe, à dépasser ses limites. Bruno Metsu le sait, la CAN n'était qu'un avant-goût. La vraie scène, celle où l'équipe veut faire parler d'elle, se trouve à des milliers de kilomètres, entre la Corée du Sud et le Japon. Et cette scène, le Sénégal va bientôt la faire trembler. 31 mai 2002, stade de Séoul, Corée du Sud. Il est 20h, heure locale. Des milliards d'yeux sont rivés vers le terrain. Le monde s'apprête à suivre le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Une affiche improbable, la France, championne du monde et d'Europe en titre, affronte le Sénégal. Pour les médias occidentaux, c'est un choc des extrêmes. Une formalité. La plupart des experts ne se demandent pas si la France va gagner, mais combien de buts elle va marquer. Le contexte, arrogance d'un côté, humilité de l'autre. La France se présente avec un effectif impressionnant. Thierry Henry, meilleur buteur de Premier League. David Trezeguet, serial killer de Serie A. Djibril Cissé, meilleur buteur de Ligue 1. Et dans les buts, Fabien Barthez, expérimenté, intouchable. Un seul absent, Zinedine Zidane, blessé quelques jours plus tôt. Mais même sans leur maestro, les Bleus font peur. Face à eux, un groupe sénégalais inconnu du grand public. Et pourtant, ce sont des guerriers aguerris, des joueurs affamés, prêts à tout donner. La plupart évoluent en Ligue 1. Certains dans des clubs modestes, mais tous ont cette flamme, ce feu intérieur qui fait les grandes histoires. Le sélectionneur Bruno Metsu, français lui aussi, connaît parfaitement l'arrogance de la presse de son pays. Il ne laisse rien filtrer. Il prépare un plan précis, humble et redoutable. Objectif, contenir, harceler, exploser en transition. Un 4-5-1 compact, intelligent. Le plan de jeu, du pragmatisme et de la discipline. Sur le terrain. Tony Silva dans les buts, solide et charismatique. Une défense avec Omar Daf, Ferdinand Coly, Lamine Diatta, Aliou Cissé. Un milieu de fer, Salif Diao en sentinelle, Pape Bouba Diop et Aliou Cissé en harceleur. Sur les ailes,
Kalilou Fadiga et Diouf, prêts à faire exploser les couloirs. En pointe, El Hadji Diouf, électron libre, à la fois provocateur et catalyseur. C'est un plan de jeu basé sur le sacrifice, la discipline, la solidarité. Et le Sénégal entre sur le terrain sans complexe. Le but qui fait basculer la planète. La France commence fort, mais sans intensité. Elle monopolise le ballon, mais sans tranchant. Le Sénégal, lui, joue juste, propre, sans précipitation. Et à la 30e minute, l'histoire s'écrit. El Hadji Diouf récupère un ballon, déborde sur la gauche, efface Franck Lebéuf, centre fort devant le but. Confusion dans la défense française. Pape Bouba Diop surgit, se jette et marque. 1-0 pour le Sénégal. Le silence s'abat sur le monde. Un séisme. Une claque. Un réveil. Bouba Diop célèbre comme un lion enragé, enlève son maillot, danse autour du poteau de corner. À Dakar, la ville explose. Dans les rues, les klaxons, les cris, les larmes. Le Sénégal vient de frapper à la porte de l'histoire. Une maîtrise totale jusqu'au bout. En seconde période, les Bleus poussent, frappent 2 fois les montants. Mais le Sénégal reste debout. Compact. Soudé. Tony Silva réalise 2 arrêts décisifs. Fadiga manque de peu le break. Les minutes s'égrènent. Le coup de sifflet final retentit. France 0-1 Sénégal. Un nouveau chapitre pour l'Afrique. Ce n'est pas juste une victoire. C'est un symbole. 12 ans après le Cameroun de Roger Mila, le Sénégal fait trembler un autre champion du monde en match d'ouverture. Mais cette fois, ce n'est pas un miracle. C'est la récompense d'un travail, d'une vision, d'un groupe qui sait où il va. Le Sénégal n'est plus une surprise. Le Sénégal est une menace. Après le coup de tonnerre face à la France, le Sénégal n'a plus l'effet de surprise. Le monde commence à observer de près cette équipe qui a osé faire tomber les champions du monde. Mais dans une Coupe du Monde, rien ne s'obtient en un match. Le danger maintenant, c'est la suffisance, le relâchement, ou le piège du trop d'émotion, pas assez de gestion. Contre le Danemark, du répondant, de la lucidité. Deuxième match de poule. Face aux Lions de la Teranga, une équipe danoise très solide tactiquement, rigoureuse, expérimentée. Et dès la 16e minute, le premier accro, pénalty pour le Danemark. Jon Dahl Tomasson, l'un des joueurs les plus cliniques d'Europe, ne tremble pas à 1-0. Mais ce Sénégal-là n'est pas celui d'autrefois. Il ne panique pas. Il respire l'unité. Bruno Metsu ne change rien. Il calme ses hommes. Il sait qu'ils ont les armes pour revenir. Et ça arrive. En seconde période, sur une action construite avec patience et finesse, Salif Diao surgit. 1-2, course dans l'espace, finition chirurgicale. 1-1. Le score ne bougera plus. Un nul précieux, plein de maturité, contre un adversaire très discipliné. 4 points en 2 matchs. Le Sénégal est toujours invaincu. La confiance monte, mais l'ultime épreuve approche. L'Uruguay, la peur de tout perdre. 3e match du groupe A. Date 11 juin 2002. Le Sénégal affronte la Céleste uruguayenne, une équipe rugueuse, imprévisible, capable de tout. Avec des joueurs comme Alvaro Recoba, Diego Forlán ou Dario Silva, l'Uruguay est en mission, gagner ou rentrer à la maison. Pour le Sénégal, un nul suffit. Mais Bruno Metsu refuse de jouer petit bras. Son mot d'ordre, on joue comme si la victoire était obligatoire. Il va même jusqu'à couper les joueurs des autres résultats du groupe, pour éviter tout calcul. Une première mi-temps de rêve. Et cette stratégie paie. Dès la 20e minute, Kalilou Fadiga transforme un pénalty. 1-0. Puis, Pape Bouba Diop, encore lui, surgit. 2-0. À la 38e, le Sénégal récite son football, et inscrit un 3e but. Le ballon a bel et bien franchi la ligne, 3-0 à la pause. C'est un rêve éveillé. Une mi-temps parfaite, spectaculaire, pleine de contrôle et de panache. Le Sénégal est en tête du groupe. Le monde regarde. L'Afrique exulte. Le cauchemar évité de justesse. Mais le football, on le sait, ne se vit jamais dans un seul tempo. Au retour des vestiaires, l'Uruguay entre en furie. Morale réduit l'écart. 3-1.
Puis, Diego Forlán, tout juste entré, envoie une frappe venue d'ailleurs. 3-2. Les Lions vacillent. 88e minute. Nouveau coup dur, pénalty pour l'Uruguay. Álvaro Recoba le transforme. 3-3. Le monde retient son souffle. Le Sénégal est à 2 doigts du désastre, après avoir mené 3-0. Mais les Lions résistent. Ils ne craquent pas. Le score en reste là. Le piège est évité. Le Sénégal termine deuxième du groupe, avec 5 points. Devant l'Uruguay. Devant la France. Plus qu'un parcours, une prise de conscience. Ce match contre l'Uruguay est un tournant. Il montre une chose essentielle. Le Sénégal n'est pas seulement une équipe capable de créer la surprise. C'est une équipe capable de souffrir, de résister, de survivre. Et désormais, la planète entière le sait. Le 16 juin 2002, à Wata, au Japon. Le Sénégal entre dans l'inconnu. Pour la première fois de son histoire, il dispute un 8e de finale de Coupe du Monde. L'adversaire du jour? La Suède. Une nation européenne expérimentée, qui a terminé en tête d'un groupe composé de l'Angleterre, du Nigeria et de l'Argentine. Autant dire que ce n'est pas une mince affaire. Dans ses rangs, des stars. Henrik Larsson, l'attaquant de feu du Celtic. Un jeune prodige nommé Zlatan Ibrahimović, à l'époque déjà plein de promesses. Et un collectif solide, puissant, capable d'alterner entre jeu direct et maîtrise technique. Mais les Lions de la Teranga n'ont plus peur de personne. Ils ont déjà fait tomber la France, tenu tête au Danemark, résisté à l'Uruguay. Ils savent qu'ils ont quelque chose de spécial. Ce jour-là, ils vont le prouver. Un début compliqué, mais sans panique. Le match démarre sur un rythme élevé. Les Suédois imposent un défi physique. Et dès la 11e minute, Henrik Larsson surgit de nulle part pour ouvrir le score. 1-0. Le Sénégal est mené, mais ne panique pas. Bruno Metsu, fidèle à sa méthode, garde son calme. Il sait que son équipe a les ressources pour revenir. Le plan est clair, tenir, encaisser, et frapper au bon moment. Henri Camara, la tornade verte. Ce moment arrive à la 37e minute. Une action rapide, une séquence limpide. Et c'est Henri Camara, l'attaquant aux jambes de feu, qui surgit, efface la défense suédoise et frappe. 1-1. La balle touche le poteau, mais finit au fond. Le Sénégal revient. Et le match bascule. À partir de là, les deux équipes se livrent un vrai combat d'échecs. Zlatan tente de trouver des espaces, Larsson reste menaçant, mais Tony Silva veille dans les cages. Du côté sénégalais, Diouf continue ses provocations, Fadiga alterne débordement et repli, Bouba Diop harcèle chaque porteur de balle. Le temps réglementaire se termine. Prolongation. La règle du but en or, un coup de destin. Nous sommes en 2002. Et cette Coupe du Monde sera la dernière avec la règle du but en or. Le premier qui marque en prolongation, gagne. Pas de seconde chance. Pas de retour. Un but, et c'est terminé. Tension maximale. Chaque attaque peut être décisive. Svensson pour la Suède est tout proche de conclure, mais rate de peu. Et puis, à la 104e minute. Le moment. Un 1-2 limpide. Henri Camara s'infiltre dans la surface. Contrôle. Frappe. Le ballon vient heurter le poteau. Et rentre. But en or. Victoire du Sénégal. Henri Camara explose, les bras tendus vers le ciel. Sur le banc, Bruno Metsu tombe à genoux. Dans les rues de Dakar, c'est une marée humaine. Le Sénégal est en quart de finale de la Coupe du Monde. Une performance que seul le Cameroun avait réalisée en 1990. Un homme, un peuple, une légende. Henri Camara devient instantanément un héros national. Double buteur du jour, artisan principal de la qualification, il inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football africain. Mais ce qu'il vient de faire dépasse le cadre du sport. Ce but, c'est le cri de tout un continent. Un rappel au monde que l'Afrique a sa place au sommet. Et maintenant, les regards se tournent vers le prochain adversaire. Un autre outsider devenu phénomène, la Turquie. Après avoir fait tomber la France, tenu tête au Danemark, résisté au retour de l'Uruguay et éliminé la Suède avec panache, le Sénégal est au sommet de son art.
Les Lions de la Teranga ne sont plus une surprise. Ils sont un phénomène mondial. Leur passion, leur discipline, leur intensité et leur style de jeu séduisent la planète football. Mais plus encore, ils inspirent. Et pourtant, il reste encore un obstacle à franchir pour écrire l'histoire. La Turquie, elle aussi en feu, elle aussi invaincue depuis le début du tournoi, elle aussi dotée de joueurs redoutables. Un quart de finale explosif, sur le papier. Ce quart de finale, disputé le 22 juin 2002 à Osaka, est l'occasion rêvée. L'autre rencontre du tableau est un Brésil-Angleterre. En cas de victoire, le Sénégal pourrait affronter la Seleção en demi-finale. Un scénario de conte de fées. Mais la Turquie n'est pas là pour rêver. Elle possède une équipe solide, menée par le capitaine Hakan Şükür, les dynamiteurs Emre Belözoğlu, Hassan Sas, et la révélation du tournoi, Ilhan Mansur. Le Sénégal, lui, est fatigué, émotionnellement chargé, mais prêt à donner encore une fois tout ce qu'il a. Une rencontre fermée, tendue, frustrante. Le match démarre dans une atmosphère lourde, électrique. Peu d'occasions franches, beaucoup de duels, de fautes, de tensions. La Turquie tente d'imposer son tempo, mais le Sénégal répond avec caractère. Et c'est justement ce caractère qui les pousse à y croire, malgré la fatigue, malgré les jambes lourdes. Mais la réussite semble les fuir. Henri Camara, le héros du match précédent, est signalé hors jeu alors qu'il s'apprêtait à marquer. Omar Daf, en défense, sauve à plusieurs reprises des situations critiques. Les Lions tiennent. Le temps réglementaire s'achève. 0-0 nouvelle prolongation. Le but en or, cette fois, contre eux. On le sait, à cette époque, la règle du but en or est encore en vigueur. Et cette fois, ce sera l'épée qui tranche net le rêve sénégalais. À peine 4 minutes après le début de la prolongation, Ilhan Mansur s'infiltre, déclenche une frappe précise. Tony Silva est battu. Le ballon rentre. Le Sénégal est éliminé. 1-0 pour la Turquie. Fin de l'aventure. Pas le temps de revenir. Pas le temps d'espérer. Juste, le silence. Entre déception et dignité. Sur le banc, les têtes se baissent. Les visages sont figés. Bruno Metsu, le regard dans le vide, c'est qu'ils ont tout donné. Dans les vestiaires, pas de cris, pas de larmes. Seulement cette phrase, prononcée par un joueur. On s'arrête là, mais on n'a pas perdu notre âme. Et c'est vrai. Le Sénégal ne rentre pas à Dakar la tête basse. Il rentre comme un géant. Comme la deuxième nation africaine à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde, après le Cameroun de 1990. L'épopée s'arrête, mais le feu ne s'éteint pas. Oui, ce match contre la Turquie aurait pu être différent. Oui, on rêvait de voir cette équipe affronter le Brésil de Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho. Mais l'essentiel est ailleurs. Ce que ces hommes ont accompli est immense. Ils ont redéfini l'image du football africain. Ils ont prouvé que le talent, la stratégie et le courage peuvent rivaliser avec l'histoire, l'argent ou les palmarès. Et surtout, ils ont inspiré. Le 22 juin 2002, au stade d'Osaka, le rideau tombe sur l'une des plus belles épopées de l'histoire du football africain. Le Sénégal est éliminé, mais jamais défait. Parce qu'en réalité, le vrai triomphe des Lions de la Teranga dépasse le score d'un quart de finale. Ce qu'ils ont accompli cette année-là, c'est changer la perception. Changer le regard du monde sur le football africain. Changer le regard des Africains sur eux-mêmes. Une génération de guerriers, et bien plus que ça. Ils s'appelaient El Hadji Diouf, Henri Camara, Kalilou Fadiga, Tony Silva, Bouba Diop, Aliou Cissé, Salif Diao, Omar Daf, Lamine Diatta. Des hommes venus de clubs modestes, de parcours parfois chaotiques, mais qui ont formé un groupe soudé, indestructible. Bruno Metsu, leur entraîneur barbu et bienveillant, venu de France, était devenu plus qu'un sélectionneur, un guide. Son amour pour le Sénégal était sincère. Son style décontracté cachait une rigueur stratégique redoutable. Ils n'étaient pas là pour faire bonne figure. Ils étaient là pour gagner, déranger, exister. Et ils l'ont fait. Avec fierté. Avec style. Avec dignité. Un souffle pour tout un continent. En 1990, le Cameroun de Roger Mila avait ouvert une brèche. En 2002, le Sénégal l'a élargi. Pour chaque jeune Africain qui tapait dans un ballon sur la terre rouge d'un village ou le bitume d'une banlieue,
cette équipe était la preuve que tout était possible. Les Lions de la Teranga n'ont pas seulement défié la France. Ils ont aussi défié le complexe d'infériorité. Ils ont démontré que la tactique, la discipline, l'endurance mentale ne sont pas l'apanage des grandes nations européennes ou sud-américaines. Ils ont montré que le talent africain, lorsqu'il est encadré, valorisé, peut rivaliser avec n'importe qui. Une semence plantée pour l'avenir. Le fruit de cette génération ne s'est pas fané. Il a poussé. Aliou Cissé, capitaine en 2002, est devenu sélectionneur du Sénégal pendant près d'une décennie, 2015-2024. Et c'est avec cette même foi, cette même rigueur, qu'il mènera les Lions au sommet du continent, en remportant la Coupe d'Afrique des Nations 2021, 20 ans après l'épopée. La boucle était bouclée. Mais l'héritage était bien plus qu'un trophée. Hommage à ceux qui nous ont quittés. Toute légende a ses figures sacrées. Et certaines étoiles s'éteignent trop tôt. Pape Bouba Diop, le buteur héroïque face à la France, nous a quittés en 2020, laissant derrière lui des souvenirs impérissables. Bruno Metsu, le stratège, le père du groupe, est parti en 2013, emporté par la maladie. Et Jules Bocandé, l'âme de cette équipe, s'est éteint en 2012. Mais ces hommes sont plus vivants que jamais dans les chants des supporters, dans les rêves des enfants, dans l'histoire du football sénégalais. 2002, une date gravée dans la peau d'un peuple. Ce que le Sénégal a accompli en 2002, c'est écrire une page que personne n'effacera. Ce n'était pas qu'une victoire sur un terrain. C'était un acte de foi, une élévation collective. C'était la preuve que le football peut être un miroir, une revanche, un cri d'espoir. Et même si en 2022, le Maroc deviendra la première nation africaine à accéder aux demi-finales. C'est bien le Sénégal 2002 qui aura été le point de départ moderne de ce rêve africain. Fin de l'épopée. Mais début d'une ère. Les Lions de la Teranga ne sont plus simplement des héros. Ils sont une légende.